un dialogue, ils ont pu dialoguer entre eux. Je sais que le CNDP existe et son existence est peut-être une bonne chose. Mais je peux au moins dire qu'à ce qui concerne des acteurs sociaux, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de vrai dialogue entre les acteurs sociaux et le gouvernement. Je m'en vais prendre pour exemple, par exemple, les syndicats dans le secteur de l'éducation, qui n'ont eu de cesse. Parce qu'en fait, c'est l'un des secteurs où les syndicats existent encore et essayent de faire quelque chose. Bon, ailleurs aussi, ça existe, mais en tout cas, c'est l'un des secteurs où les syndicats bougent le plus. Et je peux dire qu'il n'y a pas de vrai dialogue, ou même s'il y a un semblant de dialogue, ça n'a servi à rien, puisque les problèmes sont toujours restés les mêmes. Les syndicats sont chaque fois en débrayage. Mais lorsque les syndicats sortent dans les rues et mettent des revendications, et qu'il y a consensus entre l'État et les syndicats, c'est bien qu'il y a eu discussion, négociation, non? Non, mais je vous dis, moi, de mon observation, je peux dire que, en fait, c'est la politique de ceux qui sont là. En tout cas, moi, j'ai observé. Je considère qu'en fait, ils croient à deux choses. La force et l'argent. C'est les deux choses auxquelles ils croient. La force et l'argent. La force et l'argent. C'est les deux choses auxquelles ils croient. Donc vous soulevez encore une fois la notion de corruption, alors. Du point de vue de la gouvernance, de leur rapport avec les autres, eux, ils pensent que c'est les deux choses qui règlent tout. C'est-à-dire que tu achètes tout ce que tu peux acheter et tu écrases par la force tout ce que tu ne peux pas acheter. Moi, je résume leur politique à ça. Dialogue là, ça ne fait pas tellement partie des pratiques, en tout cas courantes, que moi j'ai pu observer. Est-ce que vous pensez que les syndicalistes se laissent facilement au Niger soit acheter, soit écraser? Ce n'est pas le sentiment qu'on a. Hein? Ouais, bon, vous pouvez ne pas avoir le sentiment. Vous l'avez? Vous êtes très loin de tout ça. Vous l'avez? Non, moi je pense que, en tout cas, ces moyens sont utilisés. Je ne dis pas que ça marche avec tout le monde. Parce que vous-même, vous êtes syndicaliste, donc vous avez été acheté ou écrasé? Non, Dieu merci. J'ai dit, c'est ça leur politique. C'est les deux éléments clés de leur politique. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, que ça marche avec tout le monde. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais dites-nous avec qui ça a marché, par exemple. Il y a beaucoup de cas, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ah, vous dites que je suis loin de tout ça, donc rentrons en profondeur. Bon, moi, je ne suis pas là pour donner tous les détails. J'ai dit des choses que, en tout cas, les gens qui suivent réellement la situation connaîtront, savent que vraiment c'est vrai, quoi. Je n'ai pas besoin de donner des exemples, ouais, on a acheté un tel, ou on a écrasé celui-là, etc. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais s'il y a des allégations sans preuve, sans nom et sans cas pratique, il est difficile de pouvoir... Bon, vous pouvez les considérer juste comme des simples allégations. Et que bon, peut-être que je raconte des histoires, mais je sais qu'il y a des milliers de gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui savent que c'est vraiment ça la vérité. Et des milliers de téléspectateurs également qui se posent des questions et qui ne comprennent pas véritablement le fond. Oui, bien sûr, mais en fait, je pense qu'on n'est pas là pour... je ne veux pas me donner à cet exercice-là. Bon, vous donnez la liste de ceux qui ont été achetés, la liste de ceux qui ont été... Mais lorsqu'on dit qu'un pouvoir a acheté et écrasé, il faut pouvoir dire aussi qu'il a été. Bon, je vais me tourner vers M. Maman Sofo alors. Justement, on parlait de dialogue et ça a dérivé. Effectivement, comme on dit, la bonne gouvernance, non seulement c'est pas consacrer la séparation de trois pouvoirs, mais c'est le respect d'un certain nombre de principes de gouvernance. Dans la typologie des pouvoirs, effectivement, qui sont faits dans le pouvoir républicain, dans le principe et la vertu. Vous avez le pouvoir monarchique, dont le principe, c'est l'honneur. Et enfin, vous avez les despotes. Ça, c'est la violence et la crainte. Et apparemment, on s'achemine vers ce troisième cas de figure. Beaucoup de situations dans ce pays ont été réglées par la crainte, par la violence. Et effectivement, Shangari ne veut pas donner des exemples. Mais l'exemple le plus palpable, je reviens encore, c'est le théâtre qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Comment expliquez-vous, madame, dans une démocratie, que des députés soient élus sous la bannière de leurs partis politiques respectifs et qu'arrivés à l'Assemblée, qu'il y ait des ministres d'État qui viennent à l'Assemblée, qui ne sont pas députés
et qui négocie avec les députés et que demain, on a des divisions, des scissions au niveau des partis politiques. Tout à l'heure, je suis heureux que M. Oumoudou nous ait dit que le parti MNSD, on a restitué assez normal. Mais d'abord, pourquoi il a fait l'objet de déchirures? Deux, à qui profite le crime? Ce que le pouvoir a place a procédé à ce que les journalistes ont appelé le concassage des partis politiques. C'est que la réalité, le PENDES n'a pas une représentation forte à lui seul, au point de penser au jeu d'interdit le Koukao. Il a fallu qu'il passe par des méthodes de violence, des méthodes de division des partis politiques qui représentent une signification au niveau électoral. C'est ainsi qu'il a procédé à la liquidation du MNSD, à la liquidation de la CDS et d'autres partis, par la méthode justement, toujours, ou la force ou l'argent. Voilà le principe qui régit ce régime-là. C'est un régime despotique. Mais encore une fois, je redis cette phrase-là, pour qu'il y ait corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Donc, quelque part, ça met en lumière aussi le manque de conviction des personnes qui sont touchées par cela. Mais madame, quand vous avez un pays qui est le dernier de la planète, quand vous avez un pays où la répartition des revenus est aléatoire, où on a clochardisé des gens, où le vécu quotidien devient un problème, 1000 francs, c'est significatif chez quelqu'un. Allez-y voir dans le milieu rural comment les gens vivent. Et faites la comparaison en milieu urbain. Vérifiez les princes qui nous dirigent, ce qu'ils ont comme insolence en matière de détention des revenus nationaux. Quelle opulence qu'ils détalent vis-à-vis du public. Et en face, il faut voir comment le peuple vit. Mais dans ces conditions-là, il est plus facile de corrompre les gens. On ne parle plus de dignité. Les gens sont au vécu quotidien. Vérifiez le taux de pauvreté dans ce pays. Vous allez voir. Dans ces conditions-là, on ne peut pas parler de dignité. On ne peut pas parler de retenue. Les gens sont exposés aux aléas quotidiens. Et M. Doudou Boukari, alors, lorsqu'on parle de dialogue entre le pouvoir et notamment les partis d'opposition, est-ce que vous-même, vous avez été consulté? Est-ce que vous avez pu discuter avec le pouvoir et faire part de vos préoccupations éventuellement? Moi, ce que je voudrais dire sur ce point, c'est que d'abord, on revient au Conseil national du dialogue politique, oui, qui a été mis en place par le MNSD donc en 2004. C'est le MNSD qui est à l'origine de cet instrument, qui est un instrument de pacification de notre espace politique. Et ça a été une très très bonne démarche qui, c'est vrai, il faut le reconnaître, et ça c'est à l'heure actif. L'opposition de l'époque donc avait adhéré à cette démarche et on a créé le CNDP. C'est d'ailleurs l'une des structures originales que le Niger a et beaucoup de pays nous envient pour cela. Et c'est un lieu par excellence où donc les contentieux politiques tentent d'être levés, d'être circonscrits et d'être réglés par voie de consensus. Mais il se trouve que après, pendant longtemps d'ailleurs, je crois que M. le ministre ne va pas me contredire, le CNDP lui-même était tombé en panne pendant un moment. Il n'y avait plus de réunions parce qu'il y avait eu entre-temps beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui sont venus rompre la sérénité, la confiance qui existait entre l'opposition et le pouvoir, en raison tout simplement de ce que M. Tchangari a révélé tout à l'heure, c'est-à-dire la tentative d'atomisation, d'émiettement, d'affaiblissement des partis politiques. On a parlé de concassage. Il s'agissait tout simplement, en fait, c'était une stratégie qui était mise en œuvre, dont je ne sais pour quelle raison, bon, maintenant on est en train de voir pourquoi, parce que les partis ont été affaiblis. On s'est introduit jusqu'au niveau des députés, comme il a dit, des députés élus sous la bannière d'un parti, après qui se retirent et qui votent dans le camp de la majorité au pouvoir. C'est du jamais vu. Et ce sont des pratiques qui sont malsaines. C'est-à-dire en politique, quand même, il y a une éthique. Bon, mais comme il a dit, on ne donne pas d'exemple, mais on a vu beaucoup de députés qui ont été complètement instrumentalisés et qui se sont retrouvés, c'est vrai, avec des 4x4 neuves et tout ça. On l'a vu, ça, de Niamey, tout le monde l'a vu, même à l'Assemblée. On a vu des députés qui ont été complètement donc, dégagés de leur groupe et qui se sont retrouvés de l'autre côté et qui affichaient vraiment des signes d'enrichissement évidents, spontanés. Bon, et on a compris pourquoi. Alors, donc, il y a eu donc la rupture. Sinon, les premières années, le chef de file de l'opposition, donc le président Séni, il rencontrait même régulièrement le président de la République. Et un moment est arrivé où, même lors des cérémonies officielles,
l'opposition ne se rendait plus au palais. Le chef de file de l'opposition avait arrêté parce qu'il a compris tout simplement que le jeu n'était pas un jeu loyal et que c'était malsain et que c'était des coups qu'on faisait à l'adversaire. Et il a dit, bon, si c'est ça, on arrête. Et depuis lors, je pense que je ne me rappelle pas encore d'un moment où ils se sont retrouvés pour faire le point de quoi que ce soit. Donc franchement, dans ce domaine-là, il faut dire que le dialogue, aujourd'hui, en raison de tout ce qui se passe, et c'est pour ça, c'est ce qui explique la tension aujourd'hui autour de toutes ces élections, pourquoi nous avons cette effervescence politique autour du scrutin. Alors, M. Oumoudou, l'opposition dénonce un climat politique malsain, délétère, des dérives, de la corruption, un état des lieux qui est loin d'être positif quand on entend tous ces exemples. Oui, un état des lieux qui est aussi loin d'être la réalité. Parce que quand on parle de dialogue de manière générale, même avec les syndicats, moi j'étais au gouvernement à un moment donné, j'étais ressorti, je suis revenu, mais j'ai passé des mois de négociations avec l'intersyndicale des travailleurs et on a conclu un certain nombre de points d'accord, notamment des augmentations de salaire, des réductions d'impôts, les recrutements des agents, notamment les enseignants, etc. etc. Est-ce que vous avez essayé d'acheter ou d'écraser les personnes avec qui vous négociez? Non, on n'a écrasé personne, on n'a acheté personne, on a négocié et on a appliqué les accords que nous avons conclus. Suite à ces accords, lui, il le sait, dans le domaine de l'éducation, au moins 3000 enseignants sont chaque année recrutés à la fonction publique. Donc, ils ont un matricule au lieu d'être dans une position précaire. Et ça, c'est appliqué. C'est vrai que la situation de l'éducation est compliquée parce qu'ils sont presque une centaine de syndicats. Donc, vous allez, même si vous recevez un syndicat par jour, ça vous fait 100 jours. Vous ne pouvez pas travailler en tant que ministre si vous devez recevoir un syndicat par jour. Toutes vos préoccupations vont être concentrées sur les affaires syndicales. Donc, nous avons conclu des accords avec un regroupement qui s'appelle l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Et ce regroupement-là, en tout cas, à mon temps, a été appliqué. Ensuite, quand on parle de dialogue avec les partis politiques, le CNDP, effectivement, c'est une institution qui avait été mise en place avant, nous l'avons trouvée, mais nous l'avons maintenue. Et grâce au CNDP, il y a eu beaucoup d'avancées. Rappelez-vous que c'est à travers le CNDP que nous avons pu mettre en place le comité du fichier électoral biométrique. Rappelez-vous que c'est à travers le CNDP que nous avons obtenu le consensus sur le vote par témoignage. C'est à travers le CNDP. Qui est contesté. Consensus, vous trouvez qu'il conteste après. Non, qui est contesté. Parce que le consensus qui a été trouvé au CNDP, était que les partis politiques sont d'accord sur le vote par témoignage, de soumettre la question à la CENI à condition que ça soit respecté des textes. Et la CENI a demandé l'avis du Conseil d'État qui a dit que c'est possible. Mais c'est à la CENI de prendre la décision finale. C'est ce que le Conseil de dialogue politique a demandé à la CENI. C'est lui qui a demandé à la CENI de prendre la décision finale. Monsieur Maman Safo, alors, donc, finalement, on a demandé, vous avez demandé, via dialogue à la CENI. L'opposition n'a jamais dit qu'elle est d'accord sur le vote par témoignage. L'opposition a dit de se conformer au texte en vigueur. Bon, que voulait l'opposition? Et que la CENI n'a pas droit à légiférer, n'est pas un organe législatif. S'il y a des questions... La CENI n'a pas pris de loi. Non, mais elle a pris un acte. Arrêtez, ce n'est pas une loi. Mais qu'elle légifère, ça c'est une loi. Parce qu'il n'y a aucun texte législatif. Et elle l'a fait en conformité avec l'avis du Conseil d'État. Mais madame, vous savez ce que ça veut dire le vote par témoignage? Ah oui. On a bien étudié la question. Mais là, il n'y a pas plus de voix libre. Mais Maman Ousmane a été élu avec le vote par témoignage, monsieur. Mais nous sommes dans un cadre de droit. Quand j'ai été élu par vote par témoignage. Aujourd'hui, le cadre juridique ne permet pas de faire un vote par témoignage. Deux avis divergents, là, M. Dodo Boukari. Oui, s'il vous plaît. Donc, madame, par rapport à ce point, je crois que c'est un point extrêmement important parce que c'est un point qui relève du droit. En réalité, au niveau du CNDP, il n'y a pas eu d'entente entre la majorité et le pouvoir. Donc pas de consensus, pas de comme consensus, le disait M. Oumoudou. Pas de consensus. Ensuite, donc, le Premier ministre
a saisi le Conseil d'État pour avis. Le Conseil d'État, c'est un organe, à la fois un organe consultatif. Non, vous avez sauté. Vous avez demandé au Conseil de dialogue politique de saisir la CENI pour qu'elle puisse étudier la possibilité de vote par témoignage. Merci, monsieur. Donc la CENI, de toutes les façons, elle a écrit au Premier ministre pour lui demander de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle tranche la question. Cour d'État. Donc l'avis qui a été donné, c'est un avis, c'est un éclairage qui a été donné par rapport, parce que le Conseil d'État a aussi un rôle d'organe consultatif, donc il donne des avis au Premier ministre. Quand le Premier ministre est saisi d'une difficulté juridique, le Conseil d'État, il fait appel au Conseil d'État comme il commande une consultation juridique. Le Conseil d'État l'a éclairé. Mais on ne saurait, sur la base de l'avis du Conseil d'État, considérer cet avis comme étant la solution juridique du litige pour lequel l'avis a été demandé. Ce n'est pas la solution juridique, c'est un éclairage. Et il se trouve que le Conseil d'État, plutôt la CENI, n'est pas habilité à compléter, à modifier ou à combler une omission quelconque qu'on aurait relevée quelque part dans une loi. Ce n'est pas possible. La loi, elle a été rédigée. S'il vous plaît, monsieur le ministre, je finis. Parce que à l'époque, il y avait l'ordonnance de 2010 qui, elle, avait prévu, il y avait des dispositions transitoires. C'est dans les dispositions transitoires que la loi, donc le législateur, a dit qu'à titre exceptionnel, on autorise le vote par témoignage. Parce qu'en fait, et à l'époque, c'est toute la classe politique, ils ont accepté d'aller vers la carte biométrique. Donc c'est dans l'esprit de la carte biométrique que cette loi-là a été élaborée. Et maintenant, malheureusement, pour revenir, changer les choses, il faut encore une autre loi. Mais un arrêté, s'il vous plaît, d'un président de la CENI ne peut pas venir modifier une loi. Bon, on va prendre l'avis de M. Tchangari avant de donner la parole à M. Oumoudou. Sur ce sujet, nous nous sommes prononcés. Et dans une certaine mesure, cette histoire illustre, est un exemple de ce que tout à l'heure vous trouvez passé qu'on n'a pas d'éléments pour justifier. Remarquez que la Cour, disons le Conseil d'État, c'est-à-dire si vous lisez le texte et si vous écoutez différents juristes, et vous n'avez même pas besoin d'être vraiment juriste à un certain niveau, oui. Tout le monde qui prend le texte, qui lit, comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire tout à l'heure quand on parlait de la crédibilité des institutions judiciaires. L'interprétation que le Conseil fait, c'est de dire, oui, par le passé, on a eu affaire et que c'est certainement une omission du législateur. C'est par omission qu'on n'a pas mis dans le texte qui est en vigueur, c'est-à-dire une disposition autorisant le vote par témoignage, notamment dans la situation où on se retrouverait à utiliser un fichier qui n'est pas le fichier biométrique. Par le passé, on a fait. Ça, tout le monde sait que c'est malhonnête. Et ça montre un peu le manque de crédibilité. C'est un jeu, oui, on a eu à le faire par le passé. Alors qu'il s'est passé effectivement des choses graves par le passé. Et un pays doit évoluer. Il doit évoluer de façon à s'améliorer. Donc, on faisait toutes ces choses-là. Il y a plusieurs présidents, Maman Ousmane, Tanja, probablement, ont été élus par des votes par témoignage. On a même eu des présidents par des hold-up électoraux au Niger, n'est-ce pas? Mais on veut sortir de ça et aller vers quelque chose de meilleur. Justement. Donc, c'est ça le truc. Après, on vient, on fait ça. Maintenant, même si la décision de la CENI, ce n'est pas une loi, c'est un arrêté, bien sûr, mais un arrêté dans un domaine où c'est une loi qu'il faut, évidemment, voyons, on sait que c'est un problème. Mais monsieur Oumoudou, est-ce que la CENI mais ça peut passer, pouvait prendre cet arrêté-là? Absolument. De prendre cet arrêté-là? Absolument. D'abord, en ce qui concerne la CENI, elle a le pouvoir d'organiser les élections. On lui a donné ce pouvoir général. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, qu'elle pense que sa résolution permet de régler les élections dans les bonnes conditions, elle prend des décisions. C'est ainsi que nulle part vous ne trouverez que la CENI a le droit de faire auditer le fichier électoral.
quand le fichier a été soumis à la CENI, elle a décidé de faire un audit international de ce fichier en saisissant l'OIF. Et tout le monde a applaudi que la CENI a pris la décision de faire auditer le fichier. Sur quel droit? Montrez-moi là où la CENI a ce droit-là. Elle n'a pas ce pouvoir. C'est technique, ça. Elle n'a pas ce pouvoir, mais elle l'a fait. Faire voter les gens. Ensuite, quand vous prenez le vote dont vous parlez tout à l'heure, l'enregistrement des électeurs a été fait par témoignage. La CENI a écrit pour dire remettez les cartes aux électeurs par témoignage. Vous n'avez pas protesté. Ces gens qui sont enregistrés par témoignage, comment ils ont récupéré leurs cartes? Vous avez accepté sur la base de l'arrêté de la CENI. Ensuite, quand vous regardez le fichier de manière générale, il y a 7% de Nigériens qui ont des pièces d'identité enregistrées. 7%. Donc les 93% n'ont pas de pièces d'identité. Les autres ont le livret de famille ou la carte de famille qui n'est pas une pièce d'identité parce qu'il n'y a pas de photo dessus. Et il y a juste le nom du chef de famille, le nombre de membres de sa famille. Pourquoi il n'y a pas eu les sur la base, est-ce que sur la base de ce document, on peut faire voter quelqu'un sans témoignage? Nécessairement, le fait qu'il ait s'il se présente, il faut que quelqu'un reconnaisse effectivement, c'est lui. Donc le vote par témoignage n'est pas seulement une affaire de ceux qui sont inscrits sans aucune pièce, mais c'est également une affaire de ceux qui sont inscrits sur la base de la carte de famille ou sur la case du livret de famille. Parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Et si vous dites qu'il n'y a pas de vote par témoignage, il n'y a pas élection. C'est ça que vous voulez dire. Nous allons devoir marquer, monsieur Oumoudou. Monsieur Tchangari, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Oumoudou, je vous interromps parce que, malheureusement et heureusement aussi pour nos téléspectateurs, nous devons regarder à présent le journal de campagne. Monsieur Tchangari, je vais vous remercier d'avoir accepté de participer à cette émission et je vais vous demander un dernier mot court concernant vos attentes en matière de stabilité politique et d'état de droit au Niger. En un mot, c'est que mon attente, c'est que ça devienne une réalité. Aujourd'hui, on pense que le Niger est un pays stable, mais avec la situation qu'on a, on sait que tout peut arriver. Encore que, voilà, un état de droit, on ne l'est pas vraiment tout à fait. Avec tout ce qu'on voit, peut-être on est un état de droit en devenir ou en régression, mais en fait, il faut qu'on avance. C'est ça mon souhait, moi, vraiment. Merci à vous. On rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, organisation de la société civile. Chers téléspectateurs, on se retrouve juste après le journal de campagne, le dernier journal de campagne, présenté par Thierry Ngogang et réalisé par nos envoyés spéciaux au Niger. Bienvenue à Niamey au Niger pour ce dernier journal de la campagne présidentielle. On va débuter justement ce journal par ce grand meeting organisé ce jeudi au stade Séné-Kounché par le candidat et président sortant, M. Mahamadou Issoufou. C'était devant des milliers de ses sympathisants et militants. Un reportage de Sadou Alizé Mouktar. Au stade général Séné-Kounché de Niamey, que le président sortant, candidat à sa propre succession, Issoufou Mahamadou a réuni ses militants pour son dernier meeting de campagne. À ses côtés, les leaders des 44 partis et formations politiques nigériens qui ont décidé de soutenir sa candidature. Avec ce soutien, Issoufou Mahamadou s'est dit rassuré de sa réélection au soir du 21 février 2016. Chers camarades, le 21 février, nous allons réaliser quelque chose d'historique, quelque chose d'inédit. Nous allons vaincre, Inch'Allah, dès le premier tour de l'élection présidentielle. À la conquête d'un nouveau quinquennat, le candidat Issoufou Mahamadou propose un nouveau programme dénommé Renaissance 2. Un programme chiffré à 8200 milliards de francs CFA qui prendra en compte la capitale Niamey. Niamey-Niala va être renforcé. Vous aurez d'autres échangeurs, comme l'échangeur Diori Hamani, qui est en cours de réalisation. Vous aurez aussi un autre échangeur, l'échangeur Ali Sebou, au rond-point des armées. Vous aurez des ponts ici à Niamey. Niamey mérite
d'être Niamey, Niala, Niamey, la coquette. À ce dernier meeting, Issoufou Mahamadou a promis, entre autres, la poursuite de l'électrification du Niger, celui du projet de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouaga, Abidjan. À titre de rappel, la campagne pour la présidentielle du 21 février 2016 a été ouverte le 30 janvier et prendra fin ce vendredi 19 février 2016. 15 candidats sont en course pour cette présidentielle au Niger. Nous allons suivre à présent le portrait de l'un des 15 candidats. Il s'agit de M. Amadou Chefou, un ancien Premier ministre de la Transition qui se présente pour la 3e fois au scrutin présidentiel. Il va porter cette fois-ci les couleurs du Rassemblement social-démocrate. Un portrait signé Wendiam Valentin Compaoré. Mettre fin à l'insécurité alimentaire, c'est le vœu de Chefou Amadou, candidat à l'élection présidentielle au Niger. Investi par le Rassemblement social-démocrate, le RSD Gaskia, cet ancien médiateur de la République du Niger entre 2011 et 2015 souhaite une fois élu procéder à un partage équitable des fruits de la croissance. Son programme de société est aussi orienté vers la lutte contre le terrorisme. Je crois que le problème du renseignement est extrêmement important. C'est un problème qu'il faut résoudre par l'anticipation. Il faut également, dans l'anticipation, vous avez la formation et l'éducation. C'est extrêmement important. Et ensuite, il faut échanger. Il faut que les différents pays concernés s'échangent les informations. Ancien représentant de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI à Dakar, il a été élu Premier ministre de la Transition le 26 octobre 1991 jusqu'aux premières élections démocratiques de 1993. Il fut aussi président du Conseil économique et social et culturel de 2006 à 2010. Candidat pour la 3e fois au présidentiel, il veut relancer l'économie de son pays. Il s'agit avant tout de créer un environnement qui est favorable aux investisseurs. Et cet environnement se résume dans la triptyque sécurité, démocratie et bonne gouvernance. Il faut par conséquent sécuriser le pays, son territoire, les hommes, mais surtout également sécuriser les investisseurs. En particulier lutter contre la corruption et l'impunité. Et en même temps, établir des lois qui favorisent les investissements privés. Candidat du parti RSD Gaskia aux élections présidentielles de 2004 et 2011, Chefou Amadou, qui est né en 1942 à Kornaka dans la région de Maradi, située au sud du Niger, se présente à nouveau en 2016. Avec son programme de société dénommé Rassembler pour bâtir, il met aussi l'accent sur l'accès en eau potable au profit des populations de son pays, le Niger. Et retrouvons sur le terrain notre envoyé spécial Wendiam Valentin Compaoré qui se trouve avec le secrétaire général d'une organisation de la société civile qui va se charger d'observer le scrutin de ce dimanche 21 février. À vous Wendiam. Oui Thierry, aujourd'hui nous sommes avec Maître Amani Assouman. Il est le secrétaire général de l'OPEL, l'Observatoire pour un processus électoral au Niger. Et nous allons voir avec lui, à leur niveau, comment il s'organise pour l'observation justement du processus électoral dans son ensemble et également le vote par témoignage, une pratique jusque-là admise au Niger. Maître Amani, dites-nous comment est-ce que vous vous organisez pour l'observation de ces élections? Merci beaucoup, je remercie. Permettez-moi de remercier tout d'abord la chaîne panafricaine Africa 24 pour l'opportunité que vous nous offrez en tant qu'OPEL. Pour revenir à votre question, de façon pratique, nous comptons nous baser sur ces personnes formées au niveau des régions, que nous allons, en tout cas à ces personnes-là, nous allons ajouter un certain nombre de personnes, un certain nombre en tout cas des gens qui seront outillés sur les concepts clés en matière électorale, sur comment observer, sur les droits et devoirs de l'observateur. Et nous avons pour la première fois au Niger, OPEL a même allé jusqu'à élaborer un guide de l'observateur. Les guides de l'observateur, c'est ça qui nous histoire celui des feuilles de route pour l'observateur sur le terrain. Voilà ce que l'observateur doit faire. Voilà les règles de conduite à observer sur le terrain par rapport pour que l'observation soit neutre, pour que l'observation soit impartiale, pour que l'observation soit en tout cas conforme à la loi. Wendiam, est-ce qu'on peut avoir l'occasion de revenir un peu sur la controverse autour du vote par témoignage? Comment est-ce que vous appréciez justement cette pratique-là et comment vous comptez vous organiser pour surveiller cela? Voilà, merci beaucoup. Effectivement, le vote par témoignage, c'est une pratique qui a toujours été observée, qui a toujours été admise au Niger par rapport dans tous les processus électoraux jusqu'à menés. Depuis 1993, en tout cas depuis l'ère post-conférence nationale, le vote par témoignage a toujours été admis par les différents acteurs. Sauf que le problème qui se pose à ces cas-ci, par rapport à ces élections-ci, c'est qu'à un moment, la classe politique a opté pour la biométrie.
les fichiers biométriques à un moment, donc les fichiers biométriques, vous conviendrez avec moi, en tout cas, qui donnent le maximum de garanties par rapport aux normes, aux standards internationaux pour que le maximum de fraude puisse être, en tout cas pour que la fraude puisse être amoindrie. Chemin faisant, cette même classe politique s'est rendue compte que la biométrie n'est plus possible. Les fichiers biométriques n'est plus possible. On ne pouvait pas, en tout cas, l'élaborer dans les temps. Elle s'est rétractée et elle est revenue aux fichiers classiques. Les fichiers classiques, en tout cas, la loi n'a pas pris soin de revenir sur cette disposition pour qui dit que les fichiers, qui dit que le témoignage doit être selon le témoignage qui a toujours été admis jusque-là, pour dire qu'on doit revenir, le témoignage ne sera plus admis par rapport à la loi électorale. En tout cas, cette partie, je vais dire tout simplement que cette partie a été occultée par les différents acteurs. Oui Thierry, vous l'aurez compris, le vote par témoignage, c'est une pratique jusque-là admise au Niger. Il faut rappeler que le 21 février 2016, ils sont 15 candidats qui briguent la magistrature suprême du pays. Il faut également noter que les quelques 7,5 millions d'électeurs iront ce jour-là aux urnes pour voter les 171 députés qui composeront la future assemblée du pays. Merci beaucoup Wendiam Valentin Compaoré. C'est l'occasion aussi de remercier les nombreux téléspectateurs. Durant ces 2 dernières semaines, nous avons été présents ici au Niger afin de vous faire vivre cette campagne électorale par ce journal de campagne grâce aux portraits, aux reportages sur le terrain réalisés par nos envoyés spéciaux et nos équipes techniques. Une fois de plus, merci de votre fidélité et l'actualité se poursuit sur Africa 24.